La réunion d'hier a été une victoire majeure pour Zelensky et l'Ukraine. Et pour bien comprendre pourquoi, il faut se pencher sur les véritables intentions de Poutine. Ce dernier a tendu un piège classique, digne du KGB, un piège qu'il a sûrement appris lors de ses années d'espion raté en Allemagne de l'Est. Son offre était simple, je veux la paix, et tout ce que je veux pour la paix, c'est le Donbass. Il savait très bien que Zelensky et le peuple ukrainien refuseraient catégoriquement. Son but réel, pousser Zelensky à dire non. Je ne céderai aucun territoire que vous n'avez pas déjà conquis, afin de retourner l'opinion publique contre lui et de brandir Zelensky comme l'obstacle à la paix. Cette tactique visait à justifier ensuite l'arrêt des livraisons d'armes et de renseignements occidentaux à l'Ukraine. Mais Zelensky a brillamment retourné la situation lors de sa rencontre avec Trump. Il a clairement affirmé que les questions territoriales se discuteront directement entre lui et Poutine. La question des garanties de sécurité, elle, sera négociée avec leurs partenaires internationaux et bientôt formalisée par écrit. Ce retournement de table est une épine dans le pied de Poutine, qui pendant des années a dénigré Zelensky auprès des Russes, en le qualifiant de dirigeant illégitime. Maintenant, il est forcé de l'admettre publiquement, en acceptant de le rencontrer, sous peine de révéler qu'il mentait à ses propres citoyens. La vérité que nous révélons depuis le début de la guerre est cruelle. Poutine ne cherche pas la paix, il veut la destruction de l'Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a décrit cette journée comme très réussie, saluant Trump comme un artisan pragmatique de la paix, capable de briser l'impasse diplomatique. Stoltenberg a aussi souligné l'envoi d'armes létales en Ukraine financées par les Européens et les sanctions renforcées imposées à des pays comme l'Inde. Les prochaines étapes sont claires, poursuivre les discussions sur les garanties de sécurité, tenir de nouvelles réunions virtuelles et travailler en vue d'un sommet trilatéral entre Poutine, Zelensky et Trump. De son côté, la chancelière allemande a renouvelé son plaidoyer pour un cessez-le-feu, condition sine qua non d'un vrai sommet, même si l'on doute que Poutine ait le courage d'y participer. Pourquoi la Russie refuse-t-elle un cessez-le-feu ? Parce qu'il offrirait à l'Ukraine le temps stratégique de renforcer ses lignes défensives, avec plus de soldats, d'armes et de fortifications, ce qui affaiblirait la position russe dans une future négociation. Les pertes russes sont déjà énormes pour des gains minimes, pourtant Poutine veut arracher un maximum de territoire avant toute paix. Les États-Unis semblent avoir abandonné l'idée d'un cessez-le-feu préalable, préférant pousser pour un accord global. Le Donbass est le point clé du conflit. Cette région abrite la ceinture forteresse, un ensemble de villes lourdement fortifiées que Russie n'a jamais pu prendre depuis 10 ans. La demande de Poutine d'en obtenir la totalité est un défi direct à la détermination ukrainienne. Consciente qu'abandonner ces bastions donnerait un accès facile à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, et exposerait d'autres territoires. L'histoire a enseigné une leçon cruelle. Céder la Crimée en 2014 sur conseil occidental n'a pas arrêté la guerre, mais l'a nourrie, favorisant une invasion massive 2 ans plus tard. C'est pourquoi l'Ukraine refuse catégoriquement de répéter cette erreur. La propagande russe joue son rôle, diffusant une désinformation massive pour faire porter aux Ukrainiens la responsabilité de l'échec des négociations et susciter en Occident une fatigue de l'aide. Mais le soutien international, renforcé par des révélations montrant comment Moscou se moque ouvertement de l'Amérique et de Trump à travers ses chaînes d'État, demeure solide. Le contrôle total de l'information russe par le Kremlin fait de ces campagnes de désinformation une arme redoutable visant à légitimer l'invasion aux yeux de ses citoyens. Parallèlement, l'Ukraine réclame des compensations complètes pour les dégâts de guerre, exigeant que les 300 milliards de dollars d'avoirs russes gelés en Occident soient versés si Moscou respecte un futur accord de paix. Malgré cela, Moscou poursuit ses bombardements sur des civils et des infrastructures. Preuve claire que négocier la paix avec un régime décidé à détruire l'Ukraine est un défi immense. Le résultat de la réunion a néanmoins surpris la Russie, qui a commencé à reculer sur certaines promesses faites à Trump la semaine précédente. Le communiqué de Trump souligne un progrès réel, avec des garanties de sécurité coordonnées entre les États-Unis et l'Europe, et l'organisation de prochaines réunions entre Poutine, Zelensky et Trump. Face à cela, le Kremlin adopte un discours ambigu, déniant publiquement tout accord, alors qu'en privé ils accepteraient certaines concessions, dans une stratégie bien rodée de délai et de confusion pour prolonger le conflit. La plus grande avancée est sans doute l'acceptation implicite de Poutine, via ses représentants, du principe d'une garantie de sécurité à l'Ukraine, similaire en esprit à l'article 5 de l'OTAN, où une attaque contre l'Ukraine serait considérée comme une attaque contre tous ses alliés. C'est un tournant inédit qui pourrait bouleverser l'équilibre du conflit si cette garantie est mise en œuvre. Cette éclaircie ne masque pas la fragilité de la situation, ni la duplicité russe qui persiste, mais elle offre un réel espoir. Le monde entier scrute maintenant les prochains épisodes de ce feuilleton au souffle géopolitique dramatique, où le sort de l'Ukraine, et peut-être de l'ordre international lui-même, est suspendu à une fragile négociation.